Let's go. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le live Partnership Way. On reçoit aujourd'hui Edouard de chez Powell, CEO de Powell. Salut Edouard. Salut Hippolyte, bonjour à tous. Aujourd'hui, écoute, on est trop content de t'avoir. On va parler d'un sujet assez particulier puisqu'on va parler de comment bâtir une culture partner first, donc sans perdre le contrôle. Donc, pour parler de ce cas, donc c'est quand CEO dit OK, let's go, partenariat, et le channel manager se trouve seul, sans playbook, sans budget marketing, sans buying produit ou même simplement enfin, de toutes les équipes. Et 6 mois plus tard, bah, il n'y a pas de résultat concret. Et là, on se demande tous pourquoi. Donc, la plupart de ces SaaS B2B, quand ils lancent le channel, leur stratégie de partenariat, ils font tous entre guillemets les mêmes erreurs. Donc, il n'y a pas de culture partenariat en interne. Et c'est exactement, comment dire, ce qui fait la différence, du coup, ce qui sépare une boîte qui scale et celle qui perd, du coup, leur contrôle business. Et aujourd'hui, on va répondre à tous ces enjeux avec Edouard. Edouard qui est CEO de Powell Software. Tu as eu une bonne carrière donc chez Microsoft, puis tu es arrivé en VP Channel chez Powell. Et tu vas permettre de pouvoir nous décortiquer tout ça avec ton parcours. Et à la fin, vous sortirez donc avec de ce live avec des 3 choses précises. Donc, ce que Partner First veut vraiment dire, comment toi, Edouard de Cotami, tu as appliqué et opéré ça au quotidien chez Powell, et quand tu as pu créer une vraie culture partnership dans la boîte. Donc, sans plus attendre, je te laisse peut-être t'introduire un peu mieux que ce que j'ai pu faire. C'était très bien, non mais super, encore une fois merci pour l'invitation, ravi d'être là. Donc maintenant j'ai des responsabilités effectivement 360 degrés en tant que CEO de Powell. Et aujourd'hui, on va vraiment zoomer sur, heu, un sujet en fait qui m'est hyper cher parce qu'en un peu plus de 15 ans de carrière maintenant, je pense que j'en ai passé, les 2 tiers, dans le channel. Donc effectivement, d'abord chez Microsoft et maintenant dans une boîte à taille humaine qui est Powell, puisqu'en fait, on est une boîte de 15 millions d'ARR avec 70 personnes, donc effectivement complètement à l'opposé de la taille, et l'échelle, d'une boîte telle que Microsoft. Moi, en fait, je me définis comme un builder. Alors c'est un peu contradictoire parce que j'ai passé, presque 11 ans chez Microsoft et donc en fait, chez Microsoft, être un builder, c'est pas complètement logique. On est plutôt dans l'exécution, notamment parce que j'étais dans la filiale française. Mais en fait, j'ai toujours essayé, de me mettre sur des thématiques et des practices, en tout cas chez Microsoft, dans une logique de construction et de scale. 2 exemples, hein, j'ai passé, plusieurs années, sur le lancement de Microsoft Azure qui est aujourd'hui, absolument gigantesque en termes de revenus. Mais à l'époque, moi, quand j'ai pris, la responsabilité marketing et product marketing d'Azure, ça faisait 10 millions d'ARR. Je sais pas si on réalise. Donc ça, c'était 2011-2012. Donc j'ai construit, en fait, toute la partie go to market, à l'échelle française d'Azure. Et puis ensuite, effectivement, la partie par écosystème Microsoft était très développée. Mais en fait, mon objectif, c'était de reconstruire finalement à l'échelle du cloud. Ça paraît étonnant de dire ça aujourd'hui. Effectivement, on parle beaucoup d'IA, mais il faut se remettre dans les années 2015-2016. AWS est en plein boom. Microsoft est vraiment à la rue sur le cloud et doit basculer d'un point de vue business model, une logique de licence perpétuelle on-prem vers un modèle cloud. Et donc, en fait, il y a eu d'énormes transformations pour accompagner nos partenaires. Donc ça, je l'ai fait, donc vraiment du build. Et puis, effectivement, après quelques années, dans cette magnifique boîte, qui pour moi d'ailleurs est un modèle d'un point de vue de channel, on en reparlera peut-être, un peu plus tard, Hippolyte. J'ai décidé de rejoindre une boîte à taille humaine, donc Powell. Donc en 2020, juste en plein Covid, remise en question perso, besoin d'avoir, de l'impact. Donc encore une fois, de construire quelque chose de sérieux, mais dans un contexte, humain hyper fort. Et donc je rejoins Powell. Donc Powell, c'est une boîte de digital workplace. Donc en fait, aujourd'hui, on a 600 clients. On vend, à la com interne, corporate communication HR, donc une plateforme d'employé expérience, voilà, pour s'assurer que les collaborateurs dans les grands groupes, surtout dans les industries régulées, des clients comme Safran, comme Orano, effectivement puissent capitaliser sur une plateforme en fait unique pour faciliter leur quotidien et être plus efficace. Donc vraiment une boîte, voilà, j'allais dire à taille humaine et du coup je m'éclate parce qu'en fait je suis rentré comme tu le disais par la porte, des partenariats qui étaient mon ADN, perso, depuis quelques années. Ensuite j'ai repris, la direction commerciale et depuis quelques mois maintenant, le rôle de CEO. Que je pense que ça va être intéressant aujourd'hui parce qu'on va pouvoir couvrir les 2 aspects. Voilà, ce que j'ai connu avant cette prise de job et maintenant ce que je vois un petit peu de l'autre côté, avec cette mission 360, ce rôle 360. Voilà, hyper intéressant et pas mal de learning, je pense, à partager concret. Je vais essayer d'être le plus concret possible avec tout le monde.
Merci pour cette intro, Edouard. Peut-être pour préciser et mettre du coup, avant de commencer, pourquoi les partenariats sont au cœur de votre modèle depuis le départ, chez Powell? En fait, il y a 2 aspects, je pense pertinents. Bon, le premier, c'est il y a quand même un espèce de concours de circonstances puisqu'en fait, peu portant en préambule, OL est en fait donc un SaaS B2B, full recurring based, donc tout ce qu'il y a de plus, classique. Voilà, on évoquera peut-être le futur avec l'IA et l'impact sur les SaaS, mais historiquement, c'est ça. Sauf qu'en fait, on est une spin-off. On a été créé au sein d'une ESN, donc une boîte de services, partenaire Microsoft, qui faisait tout un tas de projets, cloud et digital workplace, mais en mode, j'allais dire, custom made, donc tel que le font toutes les ESN. Sauf qu'en fait, à force de répéter ce type de projet en mode custom dans les années, 2013-2015, bah, en fait, à l'époque, les fondateurs se sont dit: «Mais en fait, il y a un truc à faire en mode SaaS et automatiser, industrialiser». Donc le fait déjà d'être une spin-off, d'avoir été créé au sein d'une boîte de services, on en reparlera, mais déjà nous a donné cet ADN partenaire puisqu'en fait, cette boîte de services était partenaire de Microsoft et donc par effet ricochet, les équipes en place, la culture d'entreprise était déjà vachement orientée écosystème. Donc ça c'est le 1er point. Le deuxième point, bah, était full bootstrap. Donc ça, c'est plutôt effectivement la version, j'allais dire positive et plutôt, intentionnelle. C'est qu'en fait, on a été une boîte full bootstrap entre 2015 et 2020 jusqu'à la série A. Comme tous les SaaS, scaler, faut de l'invest. En fait, faut être ultra prudent sur des dimensions telles que le CAC, à tes OPEX pour pas faire n'importe quoi et aller chercher la renta le plus vite possible. La question de se dire, bah, en fait, quel est le meilleur modèle, quelle est la meilleure équation économique pour aller, scaler notamment à l'international en protégeant effectivement ta renta, bah, en fait, c'est tes third parties, c'est ton écosystème et donc le modèle partenaire s'est imposé de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, en fait, j'allais dire starting day one, on est parti aux États-Unis, on est parti en Asie, on est parti en Allemagne, alors que 100 de nos people étaient en France. Donc on a réussi ce scale grâce aux partenaires. Là aussi, c'est une thématique, hyper pertinente et donc bah, de toute façon, voilà, dès le démarrage, on s'est dit que ce modèle s'imposait par la culture, mais aussi par, effectivement l'effet de levier sur la croissance que le channel permettait de faire. OK, bah, écoute, ça me donne envie de creuser, donc je te propose qu'on y aille. Juste avant ça, pour, les 15 personnes qui sont en ligne, je fais une petite pause. N'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat, et on prendra une quinzaine de minutes pour y répondre à la fin. Sans plus attendre, c'est parti. Déjà, Edouard, donc il y a des CEO aujourd'hui qui disent: «Let's go, on se lance dans le partenariat», qui disent ça à leurs équipes, un peu à la même façon de: faites tous de l'IA, mettez de l'IA partout, parce que c'est la tendance, mais et parce que ça sonne bien. Mais aujourd'hui, c'est quoi le risque réel tu vois, de se lancer en partenariat, juste sur une tendance comme ça? Non, mais c'est très clairement en fait, la réponse, c'est un peu dans ta question. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est juste, une initiative parmi d'autres, au sens effectivement tactique, clairement ça marchera pas. Et donc je vais prendre un exemple, c'est-à-dire qu'en fait, que ce soit le CEO, le CRO, whoever qui te dit, «Tiens, en ce moment, ma lead gen, elle est un peu short parce qu'en fait mon modèle inbound, il devient un peu compliqué, parce qu'on voit bien que l'inbound évolue très fort. L'outbound s'est remis en question aussi, maintenant depuis quelques quarters et donc c'est chaud. Donc, bah, en fait, on va aller, compenser ça avec l'ouverture d'un nouveau canal d'acquisition et donc c'est le channel. En fait, ça suffit pas. Parce qu'en fait, ça va être fait, de manière, probablement, désordonnée, peu structurée. Tu mentionnais dans ton intro l'importance d'avoir un playbook. Donc, voilà, il faut savoir quelles sont les réelles raisons, j'allais dire de le faire et notamment parce que si effectivement c'est tactique et donc en fait on staff un rôle, typiquement un channel sales manager, en disant: «Bah, tiens, toi, va recruter des partenaires et puis, essaye de construire du pipe». Bah, en fait, ce channel sales manager, il aura pas les moyens, il aura pas les ressources, il va s'épuiser et puis on en reparlera, ensuite, mais ça va surtout créer un choc de culture et ce que moi j'appelle le channel conflict, donc qui est en réalité l'opposition de 2 modèles, qui est le modèle direct, traditionnel SaaS, voilà, inbound, BDR, SDR, des AE, et effectivement des CSM versus un autre go-to-market en parallèle, qui est indirect et channel. Et donc voilà, ça va être une guerre permanente de savoir, où est-ce que je mets mon lead, à qui je le donne, quand est-ce que je le récupère en direct, quand est-ce que je laisse faire mon partenaire. Et donc voilà, cette simple déclaration d'intention d'un CEO ou d'un C-level qui te dit: «Tiens, allons tester, allons regarder comment fonctionne le channel». Si c'est pas préparé bien en amont et si ça fait pas partie de la culture, ça peut pas. C'est clair et peut-être pour comprendre, toi, aujourd'hui, c'est quoi pour toi être, partner first ou cette partner culture? Ce serait quoi ta définition?
En fait, justement, c'est un très bon point parce qu'en fait, c'est d'être partner first, c'est justement ça fait partie de la culture de l'entreprise. Et donc en fait, être partner first, la réalité, c'est s'assurer que 100 des équipes, mais 100 des équipes, c'est pas uniquement les équipes go to market. C'est le comité de direction, c'est les équipes R&D, donc c'est le CTO, c'est les équipes produits, ton CPO et les PM, c'est les équipes ops qui viennent sous-tendre, donc finance, RevOps, sales ops qui viennent sous-tendre effectivement tout le go to market et la mesure des indicateurs. Et bon, c'est s'assurer qu'en fait toutes ces équipes sont prêtes, pour aller effectivement attaquer ce business model qui est le channel. Et je vais insister sur un point, parce qu'en fait de dire: «Tiens, je vais aller voir mes équipes sales ou mes équipes marketing et je vais leur demander si demain, elles sont motivées pour, lancer un business, channel». Elles vont certainement dire: «Oui», ça veut dire plus de revenus, plus d'ACV, des bons conversion rates, là aussi on en reparlera probablement. Donc il y aura pas tellement de bataille. Ce qu'il faut aller voir, c'est 2 types de populations pour vraiment voir si tu as une culture partner first dans ta boîte, si tu es susceptible de l'avoir. La première, c'est tes clients. Et donc, on revient toujours aux fondamentaux, c'est la customer intimacy, c'est d'aller voir ses clients et de se dire: «Où est-ce que j'ai des points de friction? Où est-ce que j'ai des points de tension dans l'expérience de mon client?» Donc, dans quelle mesure il est satisfait du produit, dans quelle mesure je suis capable de le garder, donc d'éviter le churn et d'expand avec de l'upsell et de faire grossir mon panier moyen. Et en fait, d'identifier à quel moment un écosystème, la construction d'un écosystème partenaire peut venir répondre à ces tensions. Ça, c'est vraiment le point de départ. Customer first, en fait. Avant partner first, c'est à quel moment je peux bridger, en fait, les pains de mes clients sur leur expérience, avec la valeur d'une boîte de service, d'un cabinet de conseil, parce qu'il y a différents types de partenaires. Ça, c'est la première discussion à avoir. Il faut le faire à l'échelle. Il faut pas aller voir 3 clients. Il faut aller en voir des dizaines. Il faut comprendre si demain, avec un modèle partenaire, la satisfaction augmente ou si, en fait, elle est stable, voire elle décroît. Et le deuxième, c'est les équipes auxquelles on ne pense pas, historiquement. C'est des devs et c'est des PM. C'est ceux qui sont en fait dans une boîte SaaS, au cœur du dispositif, effectivement d'innovation et de développement. Parce qu'en fait, la culture partner first, elle commence par le produit. Voilà. Une boîte SaaS, en fait, sa force, c'est l'innovation qu'elle va mettre dans son produit, c'est l'expérience utilisateur qu'elle va vendre. Et donc il faut qu'un dev, il faut qu'un PM, en fait, il pense partenaire. S'il développe une feature, il faut que le PM se dise: «Mais en fait, je vais aller aussi penser à mon partenaire et la manière dont lui, il va pouvoir capitaliser sur cette fonctionnalité qui va transformer effectivement, j'allais dire le produit en une réelle valeur côté client. Et ça, c'est hyper important. Nous, chez Powell, quand on a créé la société, en fait, le produit a d'abord été fait pour les partenaires. Et en fait, on avait autant de capacité à destination du client final que de nos partenaires en mode marque blanche, en mode factory. J'essaye de pas rentrer trop dans le détail, mais qui permettait en fait à nos partenaires, quand on leur donnait une fonctionnalité, bah, en fait, de créer aussi un effet de levier technique, technologique pour en fait en faire encore plus, en mixant avec du service, d'autres composants, d'autres API en fait, externes à Powell. Et ça, c'est ultra puissant. Et en fait, si tu as ça, bah, en fait, derrière ton go to market, oui, il va falloir le travailler, il va falloir travailler le muscle, mais la réalité, c'est que le produit et l'ADN culturel au sens product du terme, elle est déjà partenaire centrique et ça, c'est le point de départ unique. OK, ouais, très clair. Et si tu devais résumer en une phrase ce que le partner first pour un CEO et qui n'a jamais fait de channel, partenariat, alliance, ce serait quoi? Le partner first, enfin, je vais redire ce que j'ai dit, mais c'est la conviction que tes clients seront mieux servis, que si tu les adresses 100 en direct. Et si la réponse à ça, elle est pas claire, c'est que tu es pas fait pour ça. Et moi, j'ai plein d'exemples, des chiffres que je pourrais partager, sur, en fait, la réalité des chiffres. Parce qu'en fait, c'est bien, ça peut être une déclaration d'intention, mais nous, aujourd'hui, je t'en donne un ou 2 et tu m'arrêtes si je suis trop long. Nous, on fait 100 de nos projets, donc 600 clients, 600 projets qu'on a fait. Il y en a quelques-uns qui ont churné depuis, donc on doit être proche effectivement des 1000 projets, depuis 10 ans, chez nos clients faits avec des partenaires main dans la main, voilà, à différents moments du sales funnel. Et c'est entre 30 et 35 de la lead gen qui vient du canal, partenaire. Donc c'est des métriques qui sont ultra sérieuses et qu'on monitor avec notre playbook, dans le temps. Ça, voilà, ça c'est être partner first. Donc c'est pas un jouet on the side, c'est ultra profond et c'est monitoré, par des chiffres. Et ça, je pense que c'est ce qui est le plus fort. OK, intéressant. Et tu parles de 100 des projets, avec des partenaires. Peut-être si on deep dive du coup là-dessus, c'est quoi aujourd'hui, Powell, enfin les partenaires Powell, donc c'est quoi votre modèle? Et comment est-ce que vous les construisez? Pourquoi vous les construisez comme ça? Historiquement, notre modèle partenaire, il était assez, traditionnel. Alors, c'était un modèle de boîte de service, qui était là pour déployer la plateforme Powell chez nos clients. Donc en fait, on s'occupait essentiellement de toute la partie avant-vente, donc lead gen, closing
et on confiait en fait le déploiement, des projets aux partenaires parce que l'objectif de la boîte, c'était d'être, 100 récurrent et donc en fait de monter une équipe de professional services, qui en fait est un management, complètement différent et un business économique complètement différent, n'était pas dans la stratégie. D'ailleurs toujours 10 ans après, en fait, elle fait 100 de recurring base. Alors j'exagère un petit peu parce qu'on a quand même de la réassurance, on en reparlera pour, certains partenaires. Donc on a quelques people côté PS, mais c'est pas fait à l'échelle et donc on a démarré avec un écosystème qui est là pour intégrer nos produits. Il faut savoir que nous, Powell, on s'intègre effectivement dans un, système d'information sur des très grands comptes, je disais industrie régulée, avec beaucoup de prérequis techniques, cyber, notamment et donc un déploiement, ça peut être plusieurs mois, et ça, on voulait pas le faire. Mais depuis, en fait, on a évolué. En fait, il y a 3 dimensions qu'on regarde avec nos partenaires. Un, c'est la partie go to market. C'est en fait l'extent de notre workforce go to market chez des partenaires. Donc, on va effectivement attendre de nos partenaires, et ça, c'est certains profils et pas d'autres, qui vont être en capacité de faire du co-marketing, de la lead gen. Je parlais tout à l'heure, un peu plus d'un tiers de notre lead gen qui vient des partenaires. Donc ça, c'est un deuxième axe qui est ultra puissant. Donc l'implémentation, je l'ai dit. Et le troisième, en bout de funnel, enfin en bout de funnel, qui est ultra critique, c'est la rétention et l'upsell. Et donc là, typiquement, des practices chez certains partenaires qui sont assez spécifiques sur le change management, la formation, l'accompagnement au changement. Donc, et ça, c'est pas pareil, effectivement, que d'avoir des populations delivery qui vont implémenter le produit. On a étendu nos dimensions et il y en a une dernière que je veux citer qui est, je pense effectivement un axe de progrès énorme pour nous. C'est toute la partie business consulting. Qu'en fait, c'est les boîtes qui sont très orientées, à trusted advisor, C-level et qui vont être, des prescripteurs potentiels de Powell, qui sont agnostiques, qui sont pas dédiés exclusives à Powell, qui peuvent travailler avec des concurrents, qui peuvent travailler avec plein d'autres boîtes, dans l'écosystème, mais qui à un moment donné connaissent bien l'écosystème, voilà, digital workplace et peuvent nous positionner. Donc il y a vraiment des dimensions multiples et à chaque fois, c'est des écosystèmes assez spécifiques, c'est des manières de les embarquer assez spécifiques, c'est des métriques très particulières parce qu'on va pas monitorer les mêmes objectifs, les mêmes choses et donc voilà, c'est finalement cette culture aussi, elle évolue au fur et à mesure qu'on a des profils de partenaires différents qui nous rejoignent et la manière de les adresser et donc en fait de les supporter. Donc ça, c'est assez intéressant et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, à l'ère de l'IA, on va avoir d'autres typologies encore d'acteurs qui vont arriver et qu'on va pouvoir embarquer sur notre plateforme. OK, et tu vois une différence entre, ton aire, du coup Microsoft, versus, et tu fais un parallèle par rapport à Poel? C'est quoi le plus quoi peut-être, c'est quoi le parallèle du coup entre Sur la typologie, tu veux dire? Sur la typologie des partenaires ou sur la manière dont on l'implémente? c'est plutôt la manière dont tu Ouais. l'implémentes? Parce que j'imagine que, bon, vous avez des typologies de partenaires différents étant donné que Microsoft, c'est très vaste. Là, c'est plutôt, voir, ce que tu as vu avec une très grosse machine bien huilée versus à une autre échelle du coup de En fait, c'est là, tu fais le parallèle entre les 2 histoires de ma vie, donc en fait, c'est hyper intéressant parce qu'il y a des choses extrêmement positives et il y a des gros warnings. Bon, la différence, clairement, c'est l'effet d'échelle. Microsoft, c'est plus de 10 000 partenaires. En tout cas, quand je suis parti en 2020 en France, heu, nous, Powell, c'est quelques dizaines. Donc en fait, on n'est pas du tout sur les mêmes effets d'échelle et donc en fait, tout le business, on va dire operating model sous-jacent, il a strictement rien à voir. Donc il y a une complexité évidemment inhérente au modèle Microsoft. Il y a un niveau d'exigence et de rigueur qui est ultra puissant et en même temps, il y a une certaine facilité parce qu'en fait, quand tu es Microsoft et que tu vas avoir une boîte de service de 300 people en France, tu as pas besoin de les convaincre. En fait, Microsoft, c'est leur cœur de business. Souvent, c'est des boîtes qui sont nées sur Microsoft, au même titre qu'il y a des boîtes qui sont nées sur HubSpot, sur Salesforce. C'est leur cœur business. Donc, en fait, le niveau d'adhésion, il est ultra fort starting, day one. Nous, faut aller les convaincre. Et donc, en fait, tu as cette logique d'acquisition au même titre qu'il faut aller convaincre un prospect de partir avec toi et de signer avec toi. Il faut les convaincre, ses partenaires. Voilà, il y a des dimensions qui sont très différentes. Mais peut-être, à titre d'exemple et d'anecdote, tu vois, c'est marrant, donc 10 000 partenaires chez Microsoft. Moi, j'avais une équipe, on gérait pas les 10 000, mais on en gérait quelques centaines. Et en fait, quand je suis arrivé chez Powell, en fait, j'ai remarqué qu'on affichait sur le site, on affichait autant de clients, que de nombre de partenaires. Et donc c'était un non-sens total. Donc tu vois, genre à l'époque, on avait, 150 clients et on disait qu'on avait 150 partenaires. Ce qui laissait à penser qu'en fait, on avait un canal de partenaires qui était ultra dilué, ultra dispersé. C'était absolument, d'un point de vue d'ailleurs, message, c'était catastrophique. Et donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voilà, ce que moi j'utilise beaucoup, c'est, tu vois, less is more et donc en fait, on a réduit complètement, cet écosystème de partenaires. Aujourd'hui, on a une vingtaine qui sont ultra actifs parce que mon objectif, contrairement à ce que fait Microsoft et c'est normal, moi, c'est la bande passante, tu vois? C'est
c'est le temps de cerveau que j'ai utilisé chez ces partenaires et donc d'avoir des partenaires Well, qui pensent à nous et qui bossent pour nous 5 de leur temps parce en fait, ça m'intéresse pas. Ils vont pas être commit, ils vont pas être engagés, et quand ça va se tendre, ils vont disparaître. Moi, je veux des partenaires à qui j'occupe 80 de ma bande passante et donc ils sont plutôt, voilà, très très focus et ça, c'est une énorme différence par rapport à Microsoft et après on en reparlera, le dernier élément, ouais, c'est le niveau de complexité. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé, chez Powell, j'avais plein d'idées, je voulais réutiliser plein de playbooks, de templates qu'on avait, chez Microsoft, des programmes et en fait, mine de rien, il m'a fallu du temps, à l'époque, donc j'étais encore VP de Channel, pour me dire: «Mais en fait, juste ça marchera pas. Ça marchera pas. On n'est pas du tout c'est pas la même échelle. Il faut être beaucoup plus hands on, il faut être beaucoup plus concret, beaucoup plus pragmatique, et sortir de la complexité inhérente au programme, enfin au playbook Microsoft». Voilà, donc ça c'est très différent, mais par contre, au quotidien, moi et maintenant les équipes, on utilise énormément tout cet apprentissage, tous ces learnings que j'ai captés et donc ça en fait une énorme richesse de pouvoir connaître les deux aspects et en parallèle de dire: «Oh attention, on va pas trop loin dans la complexité parce que c'est pas aligné avec le business de Powell». Si on replonge là-dedans pour, savoir, comment est-ce que tu mets en place du coup tout ça chez Powell et comment tu l'opères au quotidien. Heu, tu as parlé de enfin, OK, prenons peut-être les bases, mais quand tu arrives en fait chez Powell en tant que VP channel, c'était quoi la réalité du terrain? En fait, c'était ultra opportuniste. Alors, c'était ultra premier point, parce qu'en fait, c'était pas du tout structuré et il y avait pas de recul qu'on a aujourd'hui et que moi j'ai sur, justement la complémentarité entre un modèle channel, un modèle direct, la clarification des rôles, pourquoi on veut le faire. Donc il y avait cette logique, un peu, brutale et classique de, en fait, j'ai pas le choix parce que, j'ai pas tellement de cash et donc si je veux aller aux États-Unis, en fait, c'est obligatoire. Ça, c'est ultra opportuniste. Mais tout ce que j'ai indiqué sur les payes, le côté client, comment tu vas améliorer ton expérience client, tout ça, on l'avait pas. Mais le 1er point, moi qui m'a marqué la réalité à l'époque quand j'arrive, c'est qu'en fait, il y avait juste aucun rôle dédié et donc en fait, le sujet, partner, il était dans la culture, je l'ai indiqué, mais par contre, c'était la responsabilité de tout le monde et donc de personne au final. Et donc moi, je suis arrivé, voilà, avec ce mandat qui était de structurer une équipe, structurer, un operating model et donc évidemment avec des rôles dédiés, des channel sales, ce qu'on appelle des partner solution engineers, donc des profils un peu plus tech, fonctionnels, produits, mais qui sont dédiés partenaires, du channel marketing, donc on a mis tout ça en place. Mais le premier point, c'est qu'en fait, c'était la responsabilité de personne en réalité et je te parle même pas de scorecard et de métriques, c'est-à-dire que, voilà, si on se disait: «Est-ce que ça fonctionne?» Est-ce que c'est en croissance? On était incapable de le dire. Donc la réalité, c'était ça, heu, une volonté qui était là, un modèle opportuniste en place, contact partenaire, donc on avait un portefeuille partenaire, mais pas de suivi, et pas de structure et donc évidemment pas d'impact ou très peu d'impact à la fin. OK, ouais, c'est clair et tu te souviens, peut-être dans l'élément spécifique où tu as réalisé que le modèle était vraiment cassé à l'époque? Bah, ouais, enfin, c'est déjà je te dis le fait d'afficher autant de clients que de partenaires, ça, c'était complètement absurde. Je me dis: «Mais en fait, on a juste rien compris», voilà. Mais peut-être pour être un peu plus précis, d'ailleurs, ça arrive encore aujourd'hui, quand donc je fais les QBR avec on opère dans 4 régions, hein, Western Europe, Allemagne, États-Unis et Australie. On a des équipes là-bas maintenant et donc des partenaires. Et en fait, je voyais dans les QBR, en fait, des listes, venant des sales, tu vois, la wish list avec tous les partenaires que je vais recruter. Et en fait, on passait plus de temps à dire: «Je vais recruter des partenaires que quel est mon forecast, mes clients». Je dis: «Bah, en fait, on va trop vite. Déjà, consolidons notre footprint côté client et après on va ajouter par petites touches, en tiens, il me manque tel type de partenaire». Tu vois, ce que j'appelle le partner capacity planning. Donc en fait, est-ce qu'il manque des partenaires qui sont là pour déployer? Est-ce qu'il manque des partenaires qui vont apporter de la lead gen? Est-ce qu'il manque des grosses boutiques, des gros players qui vont m'aider à faire du up market? Est-ce qu'il me faut des players, tu vois, large, at scale pour faire du SMB? Et donc ça, c'est ton capacity planning et en fait, on le faisait pas du tout. Et donc, tu vois, donc il y avait des listes et on ne savait pas du tout s'y retrouver pour savoir est-ce que c'est les bons partenaires? Est-ce que c'est réaliste? Qu'est-ce qu'ils vont apporter? Quel est le ROI attendu? Donc ça à chaque fois, ça me rendait fou. Je me disais: «Mais en fait, pourquoi on fait ça? On crame un temps monstrueux». Évidemment, ce qui se passait, assez rapidement, c'est qu'en fait, on recrutait les partenaires qui étaient des partenaires qui devenaient très rapidement inactifs. Il y avait pas de business plan, il y avait pas d'engagement, il y avait pas de commitment partagé et donc on avait juste signé un bout de papier, on se faisait plaisir. Il y avait zéro impact, quoi. Donc ça a été, si tu veux, mes premiers, 8-12 mois chez Powell, c'était ça. Donc hyper intéressant parce qu'il y a eu un nombre de eye openers, incroyable, quoi. OK, super intéressant et ouais, si tu devais peut-être citer les vrais premiers chantiers du coup à mettre en place, donc
si on peut détailler peut-être là-dessus, mais les vrais chantiers à mettre en place, là, du coup, sur son tarif, il y a tout finalement, le constat, il y a tout à refaire. Quelles sont les 1res choses du coup à mettre en place pour justement casser cette dynamique, relancer du coup un channel partenariat beaucoup plus clair, et peut-être aussi, développer du coup cette culture, en interne? Ouais. Bah, le premier exercice, d'ailleurs je me souviens parce que je l'avais fait à la fois pour les équipes en interne et je l'avais fait à l'époque pour nos donc post série A, après 2020 pour nos investisseurs. C'était de réexpliquer, donc là on est sur du change, on parlait de la culture, en fait c'est le seul sujet, qui compte réellement d'ailleurs, c'est de réexpliquer pourquoi le faire. Mais vraiment aux équipes internes, donc en fait parfois ils me prenaient un peu pour un fou parce qu'elle dit: «Bah, en fait, ouais, nous, ça fait 5 ans qu'on est là, on est une spin-off d'une boîte de service, on sait très bien ce que c'est qu'un business partenaire». Et en fait, tu vois, j'ai vraiment remis sur le papier, vraiment la vision, tu vois, partner first, liée à la vision Powell Corporate. Dire, en fait, pourquoi on le fait? Quels sont les effets vertueux à attendre? Et quels sont les effets, les side effects, tu vois, à risque? Et là, j'en ai plein, je pourrais te donner une liste, typique, sur lesquels il faut être partner first, mais il faut être super, super rigoureux et vigilant pour pas effectivement tomber dans, en fait, tu as plus d'effets négatifs que positifs. Donc là, j'ai passé beaucoup de temps sur le change interne, expliquer ça, construire effectivement, des pitchs, rassurer, répondre aux questions. Ça paraît tellement évident de le dire, mais franchement, il faut démarrer par ça. Le deuxième effet, bah, ça a été effectivement les rôles. Donc l'organisation, voilà, je le disais, comme c'était la responsabilité de tout le monde, au final, c'est la responsabilité de personne. Et donc les premiers recrutements, channel sales, solution engineer, channel marketing et effectivement, à l'échelle de 4 régions, parce qu'à l'époque, on opérait déjà dans 4 régions dans le monde. Construire une organisation, une gouvernance, des plans de compensation, des objectifs, donc toute cette partie, on va dire people, compensation, qui font que en fait, tu sais que tu as des gars et voilà, des personnes qui se lèvent le matin et qui pensent qu'aux partenaires et qui pensent pas à autre chose, parce que sinon ça fonctionne pas. Et le troisième, et là on en reparlera parce qu'on a retravaillé, depuis quelques semaines, quelques mois, avec quelqu'un que je pense la communauté connaît bien, Thomas Lequin sur une mise à jour, mais c'est le business, enfin c'est l'operating model et donc en fait, c'est les programmes. Voilà et donc les unités économiques, tu vois, de ton modèle, c'est en fait, combien je vais faire générer entre, mon revenu licence et mon revenu service, combien je vais redonner en marge, en fonction des ADN et des typologies de partenaires. Donc c'est pas la même chose pour un apporteur d'affaires, pour un partenaire qui fait un one shot sur l'implémentation et un partenaire qui va suivre ton client, sur tout le life cycle. Et donc tout ça, il a fallu l'écrire, il a fallu le mettre, pour qu'effectivement, quand on aille voir nos partenaires se disent: «OK, en fait, make sense», parce qu'en réalité, je suis profitable en fait avec Powell, je gagne ma vie et encore une fois, c'est vertueux, quoi. Et ça n'existait pas. On avait un modèle qui était assez standard, qui était le même pour tout le monde. Et puis, il y avait zéro différenciation. Et donc, en fait, un partenaire top performer et un low performer, en fait, gagnait autant avec Powell, ce qui est absolument scandaleux. Et donc, on a commencé à intégrer des éléments de différenciation, donc un système de tiering dans nos partenaires pour se dire, OK, ça, c'est un top performer. Sur quel type de critères? Et donc, potentiellement, je vais lui booster sa marge, je vais lui booster ses bénéfices en co-marketing, en MDF, à l'inverse d'un partenaire qui sous-performe, qui est inactif. Et donc, lui, effectivement, il va moins bien gagner sa vie. Donc tout ça, en fait, voilà, ça a été les 3 composantes, que j'ai mis en place, assez rapidement. Mais par contre, ça doit vivre et donc en fait, c'est pas de nouveau un one shot et en fait, encore une fois, 5-6 ans après, on a aussi remis ça à plat, donc ça doit évoluer avec le temps. Et c'est les premiers chantiers auxquels je me suis attaqué, ouais. OK, intéressant, et après du coup en termes de channel, il y avait quoi? Il y avait une différence entre, peut-être, partenariat et sales direct? En fait, il y avait, ouais, ouais, on a mis en place quand on a mis en place les rôles dédiés, on avait des AE, on avait des account exécutives, en fait, full cycle, qui étaient plutôt dans une logique directe et un modèle indirect. Et en fait, encore une fois, ce que je voulais éviter, c'était, c'est le conflit, le conflit. Par contre, ce que j'ai pas fait à l'époque et ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est la distinction très claire sur nos tirings de compte. Et ça, je pense que c'est hyper important. Moi, je suis, enfin, très satisfait de comment ça fonctionne aujourd'hui chez nous. C'est ce qu'on appelle le sell-through et sell-with. Et donc en fait, on n'a pas simplement dit aux équipes: «Bah, en fait, il y a une typologie de compte sur lesquels on va aller en direct, heu, mais heu, mais parfois on ira avec les partenaires et donc tout ça, c'est un peu flou». En fait, on a dit: «En fait, il y a du sell-through». Le sell-through, c'est le bas de marché, on va dire le SMB pour caricaturer. Et donc là, on va donner les clés du camion aux partenaires de A à Z. Voilà, parce que nous, notre cost of acquisition, il est trop élevé. On a des ressources,
en interne qui sont trop onéreuses pour aller signer des deals à 5-10K d'ACV. Donc ça, on délègue à 100. Par rapport à un modèle sell with qu'on a en place aujourd'hui, et je dis bien sell with et je dis pas direct parce qu'on ne fait pas direct chez Powell, on fait du sell with. Dans le sell with, il y a du touch point direct avec le client final par rapport à nos AE. Mais là, effectivement, on est main dans la main par le partenaire et ça, c'est notre haut de marché. D'accord? Donc, mid-market enterprise. Et là, on co-construit avec le partenaire. On co-construit la stratégie du deal, on co-construit la power map, on co-construit l'onboarding du client jusqu'à la rétention et l'upsell. Et ça, je l'ai pas fait à l'époque. Je m'étais contenté de mettre des rôles dédiés en disant, bah, voilà, chacun va avoir sa partition à jouer, mais j'avais pas été aussi clair sur sell-through versus sell-with. Et aujourd'hui, on va jusqu'à, par exemple, là, en 2026, avoir, bah, tu vois, un modèle de profitabilité pour nos partenaires qui est différent entre les deux. Et naturellement, on va donner un peu plus en sell-through parce que le partenaire met plus d'invest par rapport au sell-with où nous, on investit. Et donc, en fait, on joue la partition, on va dire, à quatre mains. Et donc, évidemment, bah, on partage la marge de manière équitable. Donc, tu vois, même la distinction des rôles n'a pas suffi, alors que je pensais que c'était le premier truc à faire. Ça n'a pas suffi. Et donc, tu vois, 5 ans après, on continue d'améliorer le modèle et de clarifier pour éviter, encore une fois, ce conflit de channel direct, indirect et de ne pas savoir qui fait quoi. Et en fait, dans ton pipeline, à la fin, ton CRM, c'est un cirque absolu et voilà. Et tu n'as pas la bonne visibilité sur ce que tu vas chercher comme revenu, quoi. Ouais, c'est intéressant. Effectivement, c'est des bonnes choses à mettre en place, dès le départ. Et si on devait un peu synthétiser tout ça, c'est quoi, selon toi, là, tu prends un peu de recul à te dire: «Bon, quelles sont les fondations à poser en interne ou les conditions un peu non négociables, que tu mettrais en place avant même d'aller chercher ton premier partenaire?» Bah, en fait, donc avant même d'aller, recruter le premier partenaire, encore une fois, c'est la culture, c'est les conditions, tu vois? Moi, il y a un truc que j'ai beaucoup utilisé, je le fais un peu moins aujourd'hui et je pourrais en parler si tu me relances là-dessus, Hippolyte. Mais c'était, la valeur qu'on générait d'un point de vue revenu dans l'écosystème et moi, j'avais appris ça chez Microsoft. Je crois qu'à l'époque, si je dis pas trop de bêtises, à l'époque, Microsoft disait: «Pour $1 de licence, c'est 10 de services générés». Donc 1 pour 10, en fait, c'est gigantesque, hein. Bon, bah, nous, on a fait le calcul chez Powell et en fait, c'était 1 pour 3. Et ce qui était, en fait, ne serait-ce que ça, c'était énorme. Et donc 1 pour 3, c'était $1 de licence Powell en récurrent, générer $3 de service. Entre, voilà, le consulting, ce qu'on appelle la MOA en amont des appels d'offres, parce que nous, on bosse vachement en appels d'offres, heu, la partie avant-vente, l'époque, la partie déploiement, la partie change, le run, le managed services, tu mettais tout ça bout à bout, un client Powell, voilà, à 100K, sur la lifetime value, générait potentiellement 300K de services. Et ça, c'était un élément, alors relativement marketing, mais réellement qui était observé, qui était assez puissant. Et en fait, faut pas négliger, on parle toujours du pitch, tu vois, d'acquisition d'un prospect client, tu vois? Comment tu vas équiper tes BDR, comment tu vas équiper tes AE, c'est quoi tes taglines, c'est quoi les mots-clés qui résonnent, c'est quoi les arguments un peu killer. Et en fait, faut faire le même exercice avec des partenaires. Les partenaires, faut les convaincre. Et donc, il y a un travail de recrutement et donc en fait de quasiment de sales enablement, à faire avant d'aller attaquer ces premiers recrutements pour dire: «En fait, c'est quoi l'histoire que je veux leur raconter?» Et quand je vais aller voir le CEO, je vais pas juste lui dire: «Powell, c'est la meilleure solution du marché. Est-ce que tu peux m'accorder un peu de temps pour» en fait, il va te dire non. Donc il y a un vrai pitch à construire qui est assez compliqué. Ça, c'est vraiment la première étape, qui est absolument, voilà, qui est un prérequis absolu. Ah bah, absolu. OK. OK, ouais, très cool. Et si on OK, ouais, c'est cool. Et si on parle vraiment de la culture au sein de la boîte, tu parles de partner first, heu, ça change quoi concrètement dans la façon dont ta boîte fonctionne au quotidien d'avoir mis en place cette culture auprès de tes équipes? En fait, le point, que j'indiquais tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a un alignement parfait. Donc, encore une fois que tu parles, et aujourd'hui, je le fais un petit peu moins au quotidien parce qu'on a staffé, donc il y a des équipes channel, il y a voilà, il y a des directions commerciales et cetera. Mais en fait, le sujet partner devient, heu, hyper naturel dans toutes les conversations. Donc quand on a, ces meetings, produits et R&D, sur, la roadmap, les nouvelles features et qu'on regarde on pense partenaire. Et qu'est-ce que ça veut dire, pour nos partenaires? Les PM, le premier réflexe qu'ils ont quand ils travaillent sur leur roadmap, le premier réflexe, évidemment, c'est d'aller voir les clients, mais c'est d'aller voir les partenaires. C'est d'interviewer les partenaires. Et donc ça, c'est ouf parce qu'en réalité, devient automatique et c'est pour ça que maintenant c'est la culture. C'est la culture de Paul. J'ai pas besoin, moi ou qui que soit d'autre, dans l'équipe de direction de dire: «Tiens, vous avez oublié d'aller voir les partenaires», mais faites-le même after the fact. Non, c'est naturel. Le marketing, quand ma CMO et l'équipe marketing construisent leur plan en début d'année,
il y a un plan dédié marketing through partner et maintenant ça fait partie des réflexes. Quand on a, ce qu'on appelle nos squad teams, lead gen, où en fait on se réunit, toutes les semaines avec, les équipes sur la partie inbound, outbound, partner et upsell. C'est, nos 4 dimensions de lead gen. Mais le partner est là. Le partner, il est assis, il a toute sa légitimité et donc il fait partie, il est partie, j'allais dire intégrante, mais de manière hyper naturelle de toutes nos conversations. Ça honnêtement, bah, voilà, c'est assez fort, mais ça prend du temps, mais il y a plus de je dois plus y aller, au forceps, on doit plus insister et en fait, les équipes sont proactives pour se tourner vers nos partenaires et c'est réciproque. D'ailleurs, les partenaires le sentent et viennent vers nous. Donc il y a un niveau de confiance et de transparence qui est ultime et c'est top. Il y a quelques il y a quelques drawbacks en fait par rapport à ça d'ailleurs, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi savoir poser les limites. Voilà, donc en fait, ton écosystème, il a énormément de valeur et à la fin, c'est toi, quand je dis toi, c'est Powell et c'est les équipes qui sont maîtres de la décision finale et parfois, il peut y avoir des décisions qui font mal, il peut y avoir des décisions qui peuvent effectivement créer un peu de tension, y compris dans ton écosystème. Parce que comme il y a de la confiance, en réalité, il y a presque de l'amour, tu vois? Il y a une confiance ultime, depuis des années. Mais donc, voilà, c'est comme dans un couple ou dans une famille. Ah ouais, ça peut générer un peu d'émotionnel et là, faut être hyper rigoureux pour faire effectivement le bon pas, de recul et se dire à un moment donné: «OK, ça peut être un peu douloureux, mais je le fais». Donc faut pas tomber dans le piège non plus inversé qui est de dire: «Bah, en fait, voilà, on est, partner first, on est une seule famille et donc pour que la décision soit prise, il faut qu'elle corresponde à tout le monde». Parfois, c'est un peu douloureux, mais il faut y aller. Donc ça, c'est le côté, effectivement, le petit warning. Mais non, le fait que ça soit infusé au quotidien, c'est un bonheur absolu. Quand tu penses à ça, c'est quoi le ce que tu disais, c'est qu'il y a eu un conflit entre, à la fois tes partenaires et l'interne ou? Ça peut être en fait, tu vois, il y a des exemples, et franchement, ça nous arrive encore, hein. Donc, tout ce que je dis ici, attention, je le fais absolument pas dans une logique de donner un cours, j'ai pas le playbook parfait. On a plein de points sur lesquels on galère et c'est compliqué au quotidien encore. Donc beaucoup d'humilité. Mais par contre, un exemple très clair, c'est, le quarter où les chiffres sont un peu tendus. Bah, tu as confié des opportunités à ton partenaire, un de tes partenaires, en mode donc ce qu'on appelle nous le sell-through, il a les clés du camion et quand tu challenges, quand le challenge pardon, le partenaire sur la date de closing, la commande elle arrive quand et qui signe et on est le 20 du mois, moi je l'attends pour le 27, là ça peut se tendre un peu. Et effectivement là tu peux avoir, des réflexes, qui est de dire: «Bah, attends, tu sais quoi? Moi je vais appeler le client en direct. En fait, je vais aller voir directement avec le client ce qui se passe, quitte à lui filer 2-3 points de discount supplémentaires». Et c'est ça qui est, compliqué. C'est le principe, du short terme versus, long terme. On en parlait en préparation du podcast et moi j'aime bien ce parallèle. C'est qu'en fait, tu as des équipes et moi j'en ai, je les ai et elles font un super job. Les AE en direct, qui courent un sprint, tu vois? Qui courent un 100 mètres parce qu'en fait chaque mois, chaque trimestre, les compteurs repartent à zéro et en parallèle, tu as une organisation de channel qui elle va courir, tu vois? Un triathlon ou un marathon ou un triathlon et en fait sont multidisciplinaires sur de la vente complexe, sur du temps long et donc voilà et donc il faut composer avec ces 2 dimensions. Et donc ouais, le plus gros piège, c'est effectivement de dire: «Tiens, j'ai fait confiance au partenaire» et puis comme par hasard, en fin de trimestre, quand tu es un peu short sur ton quota, bah, en fait, tu vas bypasser ton partenaire et tu vas reprendre le contrôle en direct. Bah, ça, c'est catastrophique. Ça, c'est catastrophique, tu casses toute la relation de confiance et donc ça, voilà, nous, ça nous est arrivé, ça nous arrive encore. Il y a des mauvais réflexes, il y a des mauvaises habitudes et encore une fois, cette logique, ce 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 qu'on appelle, ce rule of engagement, tu vois? On l'a écrit avec les partenaires et on a mis tout ça sur le papier, Sell-through versus Sell-with. À quel moment nous, on doit rentrer dans la boucle, à quel moment, dans les étapes du CRM, on doit être à 2 autour de la table avec le client ou à quel moment c'est le partenaire ou c'est que Powell, ça arrive que ce soit que nous. Mais ça, faut l'écrire, faut le structurer et le job qu'on a fait avec Thomas Lequin a été incroyable là-dessus parce qu'en fait, ça y est, on l'a et maintenant, voilà et c'est là où c'est douloureux parce que, bah, ouais, un partenaire te dit: «Mais avant, ça se passait bien, on n'avait pas besoin de se l'écrire, en fait, c'était naturel». Ouais, maintenant, par contre, on va se l'écrire parce que nous, on a des ambitions de croissance et donc voilà, il faut solidifier ces fondations tout de suite avant que ça parte en vrille, dans les années qui viennent potentiellement. Ça sera pas le cas, mais c'est le risque associé quand même. OK, ouais, c'est clair et comment tu garantis du coup en interne, et tu gères en interne du coup que ouais, que la culture partenaire soit bien diffusée? Est-ce que tu as des rituels? Est-ce que tu as des rituels que tu mets en place? Est-ce ouais, des rituels ou des actions ou des choses que tu fais du coup pour la maintenir, sans que ça, finalement, sans que ça casse du coup ton business? Le premier, c'est qui me paraît, effectivement être, je pense, vraiment évident, mais c'est la scorecard.
Nous, on a nos OKR d'entreprise, donc je pense comme tous les SaaS, des trucs ultra classiques, voilà, la croissance, les l'EBITDA, voilà, la comment on construit, comment on innove, donc on a des OKR sur la partie R&D produit, sur la partie lead gen, sur la partie closing, les win rates, sur la partie expansion, retention, donc on va retrouver tous les classiques, j'invente rien. Mais par contre, ouais, on a des OKR, partners, et donc ça c'est ultra critique et donc l'exemple que je donnais sur la partie lead gen, qui est en phase de croissance, c'est hyper clé. On a autant d'indicateurs sur la partie inbound qui sont ultra détaillés que sur la partie channel. Donc ça, c'est le premier point, c'est quels sont les objectifs et donc en fait, ça cascade au niveau des OKR de l'entreprise jusqu'à, les plans de compensation des personnes concernées. Donc ça, on le pilote, on a les gouvernances associées, ça c'est hyper important. Heu, le deuxième point qui est, je pense, est hyper fort, mais encore une fois, c'est de valoriser le business partenaire et en fait, je m'explique, c'est toujours plus simple et plus tentant, dans une boîte, de valoriser l'impact que tu as eu en direct de A à Z. Tu vois, tu as envie de mettre tes équipes, tes AE, tes CSM, tes équipes field marketing, tu vois, on stage dans tes compagnies Hollands et de leur dire: «Putain, ce truc, on a été le chercher ensemble de A à Z, tout seul comme des grands, c'est magnifique, on est trop fort, quoi», tu vois? Et tu lui as un peu montré les muscles. Mais en fait, moi, ce que j'essaie de faire en permanence, c'est de faire briller ces équipes, ces channels. Il faut trouver les success stories pour te dire: «En fait, ce deal, en fait, il est encore plus beau parce qu'on l'a fait avec nos équipes internes, mais on l'a fait avec notre partenaire et on a été le chercher ensemble, encore une fois, à 4 mains. Et donc il y a un niveau de complexité et donc en fait, on a dû s'aligner, on a dû travailler ensemble. Mais ça, c'est beaucoup plus rewardant. Franchement, c'est 1000 fois plus rewardant parce qu'encore une fois, tu as créé de la valeur en interne, tu as créé du succès, de la fierté interne. Mais en fait, cette fierté et ce succès, tu l'as par ricochet créé chez ton partenaire et ton partenaire, il va faire quoi? Il va communiquer, il va faire des webinaires, il va raconter les histoires clients qu'on était gagnés ensemble et donc cette spirale, en fait, aussi de célébration, tu vois, moi, j'insiste beaucoup là-dessus, elle est hyper forte. Je pense qu'on le fait d'ailleurs pas encore assez, encore chez nous, mais de célébrer, de mettre en avant ses wins et encore une fois, tes succès partenaires, ils valent pas moins que tes succès directs. Ils valent autant, voire plus, parce qu'ils sont plus compliqués, ils prennent plus de temps, c'est du long run et ça, faut être très clair, il faut le dire et donc quand ça arrive, c'est génial, quoi, c'est génial. Tu vois, dernière anecdote, nous, on a nos trucs de win enfin, on a nos communications de WinWire. Quand on signe un nouveau logo, il y a un WinWire. Chaque fois apparaît le nom du partenaire et tu as quelques petites lignes sur le partenaire avec qui on a signé le deal, les rôles et responsabilités pendant le deal. On met en avant le travail du partenaire dans chacun de nos wins et quelle que soit la taille. Donc ça fait partie de ces petites choses, c'est idiot, mais qui ressortent à chaque fois et maintenant c'est naturel. Et je vois qu'il y a quand même pas mal de questions, il y a pas mal de questions qui ont été mises, posées dans le chat. Je t'en poserai juste une dernière avant de passer, avant de passer pour celle de à celle de l'audience. C'est quoi si tu devais donner un dernier conseil à un CEO qui nous écoute, qui écoute ce podcast, qui est présent à ce live, hem et qui se demande est-ce que son entreprise est prête, à se lancer en partenariat, channel, alliance? Ce conseil, quel serait-il? Bah, je pense que le CEO, il faut qu'il ait fait du channel. Je pense qu'il faut qu'il comprenne, mais vraiment, il faut le vivre. Franchement, c'est le plus beau job du monde. Le job de channel, le channel sales, ouais, peu importe, tu vois, comment tu l'appelles et cetera. Dans le go to market, mais et dans le software, mais c'est le plus beau job du monde. C'est le plus complexe, mais au sens noble du terme et il faut que le CEO, il faut qu'ils le vivent, tu vois? Enfin, je pense que les gens qui nous écoutent, le voient. Moi, je vis ça, je parle aux partenaires toutes les semaines et donc c'est pas un truc top down de dire le CEO, il voit qu'on est en galère sur la lead gen et donc encore une fois, de manière tactique opportuniste, il va non, il faut qu'il le vive avec les tripes. Il faut qu'il était en immersion, il faut qu'il comprenne le business model des partenaires. Le business model d'un partenaire, c'est pas un business model, de récurrent, c'est pas un business model de SaaS, donc c'est une culture, c'est une ADN différente. Donc tu as vraiment aussi au niveau culturel du CEO, je dis pas que tous les CEO doivent effectivement obligatoirement faire du channel, mais s'il prend la décision, mais qu'il aille sur le terrain, qu'il aille voir des partenaires, qu'il aille voir des clients. Il faut que lui, il fasse sa propre due deal, évidemment, avec son codir. Il est accompagné par son codir. Mais ça, c'est l'étape hyper importante. Sinon, très rapidement, il va retourner sa veste et lui dire, en fait, au bout de 6 mois, bah, en fait, ça marche pas, j'ai pas les ROI, ok, en fait, c'était une mauvaise idée, on arrête. Et, et ça, pour moi, c'est hyper fort. Et donc, voilà, à dispo, si on a, dans la communauté, dans le live ou après, voilà, pour discuter avec vous. Mais je pense qu'effectivement, ça, c'est la première étape. Et puis, encore une fois, être capable d'accepter le temps long. Et encore une fois, c'est mon exemple du sprint versus le marathon. Et donc en fait, s'il y a une culture de boîte qui est, au sprint et qui en fait est incapable de manager le temps long, ça marchera pas. Ça marchera pas. Ouais, Donc il y a un niveau de patience à avoir. La patience, ça veut pas dire, statu quo, rester les bras croisés, mais de manager ces 2 niveaux d'échelle de temps,
hyper important et ça peut venir que du CEO. C'est la seule personne qui va dire à un moment donné: «Hey guys, en fait, hold on, il y a pas de problème. Ça, c'est du temps long, ça, c'est du temps court» et d'être capable d'équilibrer les 2. Ça, il y a que le CEO qui peut le faire. Très clair. Merci pour ce conseil. On passe aux questions. N'hésite pas à aller directement, Edouard, là, dans le chat. Je vais afficher les questions. Ouais, Et on a une l'ouvrir aussi. première de Cyril qui demande: avez-vous une stratégie de certification de vos partenaires? Oui, absolument. Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé. Donc en fait, dans le cadre du programme, j'ai mentionné les marges. On a un système de tiering aussi qu'avec 3 niveaux selon la performance, de chacun des partenaires et donc pour être effectivement dans les top tiers par exemple, donc ce que nous on appelle la partie élite, donc nos top players, il y a des prérequis de lead gen, il y a des prérequis de revenus et il y a aussi des prérequis de certification. Donc comme beaucoup de boîtes, on a un partner center avec effectivement toute la partie ressources, voilà, les collaterals, les materials, pour équiper, les équipes et un programme de certification de badge qui nous permet de suivre effectivement, en fait, la profondeur, technique, fonctionnelle, mais aussi sales. On a une certification technique, une certification commerciale et aujourd'hui, pour donner un ordre d'idée, on a à peu près 600 personnes dans l'écosystème Powell, certifiées, sachant qu'on a 70 FTE, vous voyez, on passe de 1 à 10, donc c'est absolument énorme. On a une question de Ilana qui demande: quel conseil à donner pour des structures qui se reposent sur des rôles FDE et qui n'ont pas de programme de reselling à offrir aux partenaires? Alors FDI, pardon, je sais pas ce que ça veut dire FDI. J'ai tapé du coup dans l'IA, c'est Field Development Executive, a priori. OK. Alors attends et Un là rôle orienté. ouais, un rôle orienté terrain et qui n'ont pas de, tac tac, qui n'ont pas de programme de De reselling à offrir programme aux de partenaires. reselling à Ouais, je répondrai offline, je le vois pas. Ouais, ou précise la question, désolé, je veux être sûr de pas partir dans une tirade, qui fait pas sens. Elle dit: oui, c'est ça, c'est bien du coup, Field Development Executive, donc un rôle orienté terrain, souvent chargé d'activer et d'animer les partenaires au quotidien. Genre de partner manager, quoi. OK, OK et qui En n'ont gros, pas de de pro consultants qui vont déployer chez le client. OK, alors bon ça c'est un sujet qui est assez, en fait c'est la position du resell dans la stratégie de channel. Et en fait, c'est des choses qui peuvent être différentes et ça dépend vachement du SaaS. Alors du coup, là, je sais pas quel est ton SaaS et ce que vous faites, mais ouais, OK, elle dit: «OK, les nouveaux rôles, OK, je l'ai. Forward Deploy Engineers, les jobs qui montent». C'est est-ce qu'effectivement, il y a une grosse importance du resell, dans les partenaires? Effectivement, typiquement, un modèle, volume SMB où en fait, la solution, elle se vend très rapidement, des cycles de vente très courts et en effet, un temps de déploiement ultra rapide, il faut avoir un programme de resell. Il faut avoir un programme de resell, il faut le mettre en place, parce qu'en réalité, la valeur que vont tirer les partenaires, ça va du resell et ça marche. Je veux dire, c'est faire, quoi. Et donc là, c'est une extension de la force de vente. Nous, chez Powell, on n'a pas ça. Donc c'est pour ça que je ne saurais pas répondre exactement. Nous, on est plutôt dans une logique effectivement de vente, enterprise complexe, des cycles de vente très longs, des appels d'offres. La valeur, elle vient du resell, mais elle vient surtout pour nos partenaires de l'added value en service qu'ils vont faire on top. Voilà. Donc c'est une question assez spécifique à ton contexte. Je pourrais pas rentrer plus dans le détail, mais avec plaisir pour en discuter offline, sur LinkedIn. Ouais, n'hésitez pas, je vous ai mis le nom, prénom d'Edouard, sur le premier message tout en haut. Vous pouvez les copier-coller, le mettre dans LinkedIn et lui poser directement vos questions, en DM, si besoin. On a une question de Cyril qui demande: comment, les rémunérez-vous? Ou à tous, le moins les instituer? Pardon, il parle du coup, je pense, de partenaires, enfin sur tes Ouais, partenaires. bah, en fait, on a un modèle, donc sur nos deux segments sell-through et sell-with. Donc sell-through pour nous, c'est notre SMB mid-market. Donc là, c'est un modèle de marge avant et qu'en fonction du tiering, et de la performance de chacun, donc les 3 tiers qu'on a, ça va de 10 à 30 de marge avant. Donc c'est le partenaire qui facture directement le client final. Donc là, on est en mode délégation complète. Et ils se rémunèrent donc sur le resell avec de la marge avant et on a des accélérateurs, on a des incentives effectivement en fonction de l'année comme on le fait avec des populations, EI ou des sales en direct. Et puis sur le modèle sell with, c'est de la marge arrière, parce qu'effectivement on a la relation nous en direct avec le client, donc on facture le client et donc on va reverser avec un modèle aussi progressif, de la marge, mais plutôt en marge arrière parce que c'est important pour nous d'avoir cette relation client en direct sur la partie facturation. Voilà, donc il y a un double système d'incentive, encore une fois, selon la taille du client et selon, voilà, le rôle que va jouer le pour, voilà, ce qu'on appelle le pay for performance, hein. L'objectif, c'est d'incentiver avec un système de marge avant ou arrière, selon le réel impact du partenaire. Donc c'est là où on a mis tout en place
ce système de granularité à chaque niveau de partenariat. On a une question de Thomas qui demande comment développer, le channel auprès des prescripteurs C-level? Donc plutôt des cabinets de conseil, c'est ça? Ça serait ça la question, Thomas? Des partenaires plutôt, business consulting très, qui vont parler, qui vont pas forcément parler de techno, qui vont parler, si tu peux préciser la question? Thomas, c'est encore Plus avec que nous. Ouais, si je peux juste, voilà, mais peut-être te donner un donc nous, on a dans nos partenaires effectivement des acteurs qui sont complètement agnostiques. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont être assez experts de notre marché. C'est-à-dire nous, c'est l'employee experience, la digital workplace. Mais globalement, ils vont travailler avec absolument tous les players. Nous, on est dans le Magic Quadrant du Gartner. Ils vont travailler avec tous les players qui sont référencés. Et donc en fait, c'est un autre job. Typiquement, le resell, typiquement, n'a absolument aucun intérêt pour eux. D'ailleurs, ils peuvent pas faire du resell sur le techno, sinon effectivement, ils sont jugés partis. Et donc là, c'est vraiment un travail d'éducation, d'évangélisation. On doit effectivement les tenir au courant en permanence de ce qu'on fait d'un point de vue innovation, d'un point de vue produit, parce qu'en fait, ils vont d'abord un rôle effectivement de prescription. Donc, ils doivent savoir sur telle ou telle typologie de client, de projet, à quel moment c'est Powell, ou à quel moment c'est plutôt un de nos compétiteurs. Donc, c'est ne serait-ce que de faire de la veille, de les tenir informés, de leur dire en quoi effectivement c'est top. Donc là, typiquement, c'est pas tellement le rôle du channel sales, c'est plutôt le rôle des équipes produits et product marketing chez nous qui sont en contact avec les analystes. Et donc voilà, donc c'est un angle qui est complètement différent, et en effet, faut effectivement orienter ROI, impact, valeur et pas tellement fonctionnel pur. Donc c'est un angle qui est complètement différent, mais qu'il faut aussi adresser, de manière particulière. On a de nouveau une question d'Ilana qui demande: «Faites-vous une différenciation entre mid-market et grands comptes?» Souvent, les AE sont très protecteurs sur les grands comptes. Ouais, je confirme, bah, ouais, c'est là où il y a le revenu, ils ont raison. En tout cas, faut faire attention. Donc nous, en fait, notre unit économique, elle est très simple, hein, on a un modèle encore qui est seats, based. Nos clients, en fait, on regarde en nombre de users équipés. En fait, en dessous de 2000, on considère que c'est du SMB, low mid market. En dessous de 2000 employés équipés, donc ça reste quand même des belles ETI. Là, effectivement, on est en sell-through, donc c'est le partenaire qui va tout gérer d'aide et on l'équipe, on l'accompagne, on l'enable. Et au-dessus de 2000, on est en sell with et donc là, on a été très clair, c'est l'AE qui est en direct avec le client. Donc, c'est lui qui construit la stratégie sur les deals, c'est lui qui construit la power map. Il est identifié auprès du client final, mais effectivement, il est en sell with avec le partenaire. Donc, il est sur certains calls avec le partenaire. Et donc là, voilà, on a mis des règles très claires. Et donc, quand une opportunité arrive à 1800 sites, 1800 sites, c'est le frou. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de négociation. 150, c'est sell with. Voilà, ça peut être frustrant à droite, à gauche. Et donc, on a ces règles et on s'y tient. Et question de François: «Sur quels critères vous vous appuyez pour évaluer la performance d'un partenaire? Est-ce que c'est l'ARR uniquement ou tu as d'autres critères?» C'est pas la RR uniquement, c'est là aussi, c'est une très bonne question parce qu'en fait, c'est dangereux de mesurer les RR uniquement. On essaye de mettre plus de granularité, donc on a plusieurs dimensions. En fait, il y en a pas mal, mais donc il y a la partie lead gen, déjà, voilà, qui a le pipeline apporté par le partenaire, parce que l'objectif, c'est que ce soit pas one way. Donc les partenaires, ils ont aussi leur portefeuille client, ils ont leur business, ils ont, leur stratégie go to market, ils doivent apporter du business, donc ce qu'on appelle avec le deal registration dans nos outils. Donc ça, c'est une première composante. La partie effectivement, revenu, donc ARR, évidemment. La partie rétention, voilà, capacité de nos partenaires à retain les clients hyper forte, celle, également. Et puis on a, des dimensions, voilà, plutôt qualitatives, on en parlait tout à l'heure, les certifications, les activités co-marketing. Et donc en fait, c'est tout ça qu'on mixe avec des règles, de scoring qui nous permet derrière de dire: «Est-ce que le partenaire, il est, dans, enfin, savoir dans quel tiers il est». Mais voilà, mais on mixe tous ces composantes avec des poids, hein, chacun a un poids un peu particulier, mais c'est comme ça qu'on opère. Et François nous dit: «Chez nous, c'est l'AE qui gère toute la relation client. Le PAM va gérer l'animation de la relation partenaire et incentiver sur le partner source AR. Pour vous, quelle est la responsabilité entre partner account manager et l'AE?» Donc nous, le partner account manager, il a tout le quota, donc c'est un rôle sales, il a le même, plan de compensation qu'un AE, sauf que lui, il va porter tout le sell-through. Et donc comme on a fait cette distinction sell-through, sell-with, les AE ont interdiction d'aller sur le moins de 2000 et donc par défaut, c'est partner driven et donc ça, c'est le rôle du channel sales de piloter ce revenu et voilà, c'est le quota qu'il porte. Comme un AE a des objectifs, de closing, mais aussi de lead gen, le channel sales, il a les objectifs de closing sur le sell-through, mais il a aussi les objectifs de lead gen sur le sell-through. Et donc, c'est comme ça qu'on répartit, de l'account exécutive, j'allais dire through partner. Et donc, même plan de compensation, mais c'est encore cette distinction de segment et de nombre de sites, en fait, qui fait la différence entre les 2.
Et on a une dernière question du coup, ah non, il y a 2 autres questions, pardon. Il y en a qui demandaient du coup, il y a quand même de la vente de licence en sell with? Non, la vente de licence, enfin en sell with, c'est nous à 100. Et donc c'est la back margin, d'accord? Donc c'est pas ce que les partenaires appellent du resell. Après effectivement, ça c'est un modèle qu'on a mis en place encore il y a peu de temps, donc on va voir, quelle mesure ça évolue. Mais la trajectoire qu'on prend, c'est que sur le sell with, on prenne effectivement la relation en direct et donc il y a plus de resell. Le resell, c'est uniquement sur le SMB. Chez Powell, je dis c'est dans le contexte de Powell. OK, et on a une dernière question de Cyprien qui me demande comment et quand, tu as mis en place un MDF, un Marketing Development Fund, pour participer aux activités marketing de vos partenaires et quelles activités, ont le meilleur ROI? Alors on l'a mis en place en 2020, sauf que, en fait, il y avait toujours une ligne budgétaire derrière. Ça frustrait beaucoup ma CMO parce qu'en fait, il y a toujours une ligne budgétaire tout au long de l'année, marketing pro partner. En fait, c'était jamais engagé, c'était jamais dépensé. Que aussi, on a une ADN de partenaire où en fait, le marketing n'est pas forcément cœur business pour eux. Qu'on avait dû passer beaucoup de temps en fait aussi à les coacher, et en fait, ne serait-ce que répliquer le playbook marketing qu'on a en interne chez nos partenaires. Ça a été un gros travail. En fait, il y a des choses qui sont assez très simples. Enfin, il y a un exemple que moi j'aime beaucoup, c'est, le marketing, sans aller jusque l'account based, mais en tout cas le mode, ce que moi j'appelle le mode sniper, et sur nos partenaires, c'est de faire des actions marketing sur des verticaux, sur des comptes vraiment très spécifiques. Donc bien sûr, il y a tous les trucs classiques, les webinars, les white papers, les événements, Conco Brand et tout. Ça, je mets de côté, on le fait, c'est super, ça marche bien. Mais ce qui marche vraiment bien, c'est le côté, chirurgie sniper, et donc tout ce qui est, de faire de l'account mapping, d'aller effectivement faire des événements, de créer des communautés sur des verticales. Nous, on a un marketing très verticalisé sur les industries sur lesquelles on opère, et ça, les partenaires aiment bien parce qu'en fait, ils ont toutes leurs valeurs, ils racontent leurs histoires projets, ils ont le contexte de l'industrie, du client, et là, on arrive à créer des contenus, des customer stories, des événements, des user clubs, et tout ça, on le fait avec les partenaires. Et là, ça marche bien parce que c'est ultra spécifique, c'est ultra contextualisé. Et pour moi, c'est ce qui marche le mieux plutôt qu'un marketing générique. Et ça, je crois que c'est la même règle aujourd'hui en 2026 sur le marketing inbound, où il fait être ultra contextualisé, ultra spécifique, pour que ça fonctionne. Et donc, on essaye d'appliquer les mêmes principes avec le NDF en Fro Partner. Ah, trop cool. Notre discussion touche à sa fin. Est-ce que tu as un dernier truc que tu veux partager, une news, un dernier conseil, dernière chose avant de Non, rendre, on le a micro? couvert beaucoup de choses, mais je pense que voilà, je vais, en synthèse, le channel, c'est le plus beau job du monde. C'est le plus complexe, voilà, À à qui le dis-tu? appréhender. Mais voilà, Hippolyte, tu es convaincu, c'est un super job. Donc voilà, pour ceux qui se posent la question, de lancer le modèle, bah, ouais, allez-y, faites-le encore une fois pour les bonnes raisons, avec le bon niveau de buy-in. Mais il y a énormément de choses à faire, et voilà, puis avec plaisir pour discuter, offline, avec ceux que ça intéresse, pour répondre à d'autres questions s'il y en a. Moi, je suis, voilà, très très convaincu par ça, donc je répondrai avec, beaucoup de plaisir et d'enthousiasme. Ah, trop cool. N'hésitez pas à contacter Edouard directement sur LinkedIn si vous avez plus de questions. Je pense qu'il était très, ouais, tu très ouvert, en tout cas sur la question. En tout cas, je me suis encore une fois éclaté. C'est trop cool. Merci beaucoup Edouard, pour le temps qu'on a passé ensemble pour préparer cette discussion, pour, cette heure qu'on vient de passer ensemble avec tout le monde. J'ai vraiment kiffé. Trop cool, Hem, c'est trop trop cool en tout sympa. cas. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Edouard. Passez une excellente journée et à très bientôt sur Partnership Web. Salut. Salut, bye bye.